Bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre sur les canaux de Compital à travers les réseaux sociaux et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Talent. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés pour aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur. Nous allons échanger avec lui et partager son parcours, ses projets avec vous. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Monsieur Jean Kouevogui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, auto-entrepreneur et fondateur de la start-up Next Africa qui est membre de la communauté French Tech de Paris-Saclay. Effectivement. Pouvez-vous nous dire quelque chose un peu plus que ça sur ce que fait Next Africa? Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Compital. Chaîne que je viens de découvrir et dont j'ai effectivement l'honneur de féliciter les membres fondateurs et tous ceux qu'ils font pour la promotion des jeunes talents en Guinée et en Afrique. Ça me fait plaisir aujourd'hui de partager mon expérience avec vous. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, c'est Jean Kouevogui et je suis ingénieur en génie civil, chef de projet infrastructure et entrepreneur start-upper. Donc j'ai cofondé dans ce sens Next Africa, qui est une entreprise, une start-up innovante, membre de la French Tech Paris-Saclay, qui développe des solutions d'adressage, de cartographie et de systèmes d'information géographique à destination des pays émergents dans le but d'apporter des solutions effectivement de manque de données géographiques. Justement, avec vous, Monsieur Jean Kouevogui, aujourd'hui, nous allons parler des systèmes d'information géographique. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, très belle question parce que les systèmes d'information géographique sont de plus en plus utilisés dans divers secteurs, mais force est de croire que beaucoup de personnes ne connaissent pas à quoi ce terme sert. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais juste dire que les systèmes d'information géographique sont l'ensemble des procédés, des techniques utilisées pour collecter, stocker, valoriser, analyser la donnée sur un territoire, une zone géographique donnée. Ces données sont à la fois géographiques sur effectivement l'humain et ça peut être des données géospatiales qui permettent d'améliorer les informations, qui permet effectivement à la fois aux élus, à la fois aux entreprises de faire des bonnes prises de décision, d'où l'important de les appeler outils d'aide à la décision. D'accord, on va en reparler un peu plus en détail, mais avant, dites-nous en termes de collaboration, aujourd'hui vous venez de signer dans le cadre de Next Africa récemment un partenariat avec Esri, qui est le leader mondial des technologies de cartographie et géospatiale. Un accord de partenariat. Donc, quels sont les termes de cet accord? Qu'est-ce que vous visez exactement dans ce partenariat? Effectivement, nous avons eu la chance et l'honneur effectivement d'être sélectionnés par Esri, qui est, comme vous l'avez dit, le leader mondial des technologies de cartographie géospatiale et le premier distributeur dans le monde, donc une entreprise américaine qui aujourd'hui chapeaute ce secteur en tant que membre de leur programme Esri Startup. C'est un programme d'innovation qui cherche à effectivement sélectionner les meilleures entreprises ou les meilleures startups effectivement qui peuvent apporter de l'innovation dans ce secteur. Donc ce partenariat, cette collaboration va nous permettre à la fois d'avoir accès à des nouvelles technologies dans le domaine du système d'information. Je parle par exemple des outils que Esri développe, mais en plus nous on va effectivement les faire améliorer, les faire avancer afin effectivement ensemble avec Esri d'apporter encore des solutions aussi innovantes qu'elles ne sont aujourd'hui sur ce marché qui est de plus en plus en voie de développement. Donc c'est à la fois un avantage pour nous parce que Esri est mondial, donc ça nous donne une grande visibilité et un go-to-market, c'est-à-dire faciliter notre effectivement conquête mondiale. D'accord.
Intéressant tout ça. Donc, vous vous intéressez justement à l'accès aux données cartographiques à travers le monde, mais surtout dans les pays en voie de développement. Exactement. Qu'est-ce qui explique cet intérêt-là et quel impact dans ces pays-là? Voilà. Effectivement, pourquoi cette illustration, cet intérêt, effectivement, c'est que nous sommes tous conscients que, effectivement, étant originaire d'Afrique, on est confronté à pas mal de problématiques, notamment les problématiques d'adressage. Vous savez que dans nos pays, on manque cruellement d'adresses, des collectivités entières, des villes entières où on n'a pas d'adresse postale pour des populations. Et même au-delà, vous savez également qu'il y a ce phénomène, effectivement, de manque de données cadastrales qui est non négligeable dans la gestion effectivement des collectivités et même dans la gestion de tout ce qui est rapport entre les citoyens et les élus, tout ce qui complique aujourd'hui la gestion des collectivités et le lien entre les populations. Donc c'est pourquoi, étant originaire d'Afrique, moi-même j'ai été confronté parce que vous savez que la plupart des conflits que nous connaissons dans nos organes judiciaires, effectivement, sont d'origine foncière et effectivement les litiges sont la plupart fonciers. Et aussi les escroqueries que la diaspora et les populations africaines sont victimes quand on a effectivement des problèmes d'achat-vente de parcelles de terrain, ainsi de suite. J'en passe, on aura l'occasion de développer tout ça. C'est tout ce qui nous a poussé aujourd'hui à s'intéresser à ce sujet. D'accord. Justement, on va rester dans le cadre des collectivités locales. Dites-nous comment les systèmes d'information géographique peuvent-elles servir dans la collecte et surtout la gestion des textes au niveau des collectivités? Effectivement, c'est grâce aux collectivités, c'est grâce au système d'information géographique que les collectivités territoriales peuvent d'abord, d'une part, avoir le contrôle sur la gestion, sur la visualisation, sur l'information de leur territoire. Et ces informations sont de très grande importance parce que ça touche tous les secteurs, à la fois les secteurs effectivement de contrôle des parcelles terrain, de contrôle effectivement des biens, de contrôle des édifices, des ouvrages. Donc et ça même va d'implantation du domaine privé au domaine public, en passant par celui parapublic. Parapublic. Au fait, les systèmes d'information touchent tous les secteurs, qu'à la fois civils, privés et même les secteurs sensibles, militaires et autres. D'accord. Est-ce que le même process, si on peut dire comme ça, le même système, pourrait-il être utilisé dans d'autres secteurs comme l'éducation ou la santé, et comment ça va se passer? Effectivement, comme nous l'avons si bien constaté que le système d'information géographique est un outil d'aide à la décision qui s'applique à tous les secteurs. Donc, grâce au système d'information géographique, dans le domaine de santé, par exemple, on peut collecter de la donnée ou des données sur, restons dans le cadre d'une ville comme Conakry. On est tous dans ce cadre de cette interview, on est guinéens effectivement. Dans le cadre de la Guinée, si on collectait les informations sur tous les édifices effectivement de santé, on peut créer des arborescences pour effectivement catégoriser les informations partant des ouvrages même et au-delà des équipements, mais au personnel et aux services, différents services effectivement, et à leurs équipements. Et grâce à cette catégorisation, cette classification, l'État peut avoir la visualisation sur qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui est à améliorer dans tel ou tel secteur. Les mêmes procédés pourraient être ou sont à utiliser effectivement dans le cadre de l'éducation. On peut favoriser le recensement de tous les lieux effectivement habilitant un programme d'éducation, ça peut être des écoles et ainsi de suite, et même aller au-delà effectivement, recenser les programmes enseignés par quelle thématique ainsi de suite, qui permettra aux élus effectivement dans leurs enquêtes de savoir dans tel lieu quelles sont les informations qui pourraient permettre effectivement d'améliorer ce qui est manquant ou effectivement d'apporter des solutions en temps réel. Donc c'est ça l'importance du système d'information géographique. Donc aujourd'hui nous voyons aussi avec la digitalisation, tout ce qui se passe comme innovation. Est-ce que selon vous, il y aurait un apport que pourrait mettre un portail géographique dans la collecte des données, et en quoi cette collecte, elle pourrait permettre
aux collectivités locales d'améliorer le quotidien de la population. Effectivement. Par exemple, quand on prend les portails géographiques dont vous avez parlé, qui est notre cœur de métier aujourd'hui, parce qu'on a réalisé que la donnée géographique qui manque en Afrique, notamment sur tout ce qui est bien parcellaire et bien immobilier et tout ce qui est bien sur les équipements et autres, sont gérés de façon locale, mais de façon parfois anarchique, parce que c'est quelques élus effectivement qui n'ont pas tous les outils à disposition, qui les gèrent à leur niveau, et des fois cela crée effectivement des chaînes de corruption, parce que quand on n'a pas un portail qui permet de recenser, de collecter l'information sur l'ensemble du territoire, c'est que les personnes qui ont quelques informations vont user de leur pouvoir pour gérer de façon abusive, comme on le sait aujourd'hui. Effectivement, c'est les démarcheurs, je ne sais qui créent effectivement les tendances dans l'attribution des parcelles, fixent les prix à leur gré. Donc, grâce à la solution de portail géographique, on va digitaliser, numériser effectivement les informations cadastrales au niveau d'une collectivité et au-delà, c'est-à-dire les cadastres permettent effectivement d'avoir de l'information sur les limites parcellaires, qui permet de savoir à qui appartient cette portion de terre et quelles sont les transactions qui vont se faire, effectivement de tracer tout ça dans un fichier afin que n'importe qui ne puisse effectivement user de son pouvoir pour modifier, pour changer les informations et se l'approprier d'un bien. Donc ça permet de créer de la transparence, de la traçabilité et effectivement gérer des aspects de conflit et aussi créer tout ce qu'on appelle facilitation effectivement de la récolte d'informations qui peut servir aux collectivités pour gérer effectivement les taxes à la fois foncières, les taxes d'habitation, et qui sont des outils qui permettent aux collectivités d'être autonomes, de s'enrichir et de ne pas dépendre forcément de la subvention. Ce qui veut dire aujourd'hui, à travers un portail géographique, par exemple, si un citoyen lambda, il veut acheter un terrain, il peut aller se connecter sur un portail géographique. Exactement. Avec un login, un mot de passe qu'il va créer, et puis il aura accès à toutes les informations qui ont été saisies sur des parcelles. Exactement. Et que lui, il pourra suivre en fait toutes les données qui sont liées à cette parcelle-là, et que quelqu'un comme vendeur de cette parcelle-là, lui, il peut pas modifier certaines données tant qu'il n'y a pas un processus en fait qui lie à la fois l'État et ces citoyens-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Effectivement. Donc, comme tu l'as dit, tu as bien résumé, c'est que le portail permet à la fois aux administrateurs qui seront les administrateurs publics, donc l'État et l'aspect juridique par exemple, d'avoir effectivement une vision sur ce qui se passe en termes d'échange sur les informations parcellaires, et donc la population, les vendeurs, les acheteurs et tout, mais à la fois effectivement de faciliter les démarches, parce que vous avez dans certains pays aujourd'hui, j'étais avec un de nos partenaires au Tchad qui nous disait, pour avoir l'accès effectivement à un titre foncier au Tchad, suivant tes relations, tu vas faire 1 an ou plus avant d'avoir ce papier qui te garantit effectivement la propriété de ton bien. Sauf que avec ce système que nous allons mettre à place, que nous développons, non seulement ça permet de collecter l'information, de tracer l'information, parce que quand tu fais une modification, les membres effectivement de ce programme avec la visibilité qu'ils ont sauront effectivement à qui appartient la parcelle, comment elle a été modifiée, les évolutions, et l'État pourra avoir un contrôle, parce que tu peux pas faire une transaction tant que l'État ne cherche que cette transaction a eu lieu. Est-ce qu'elle correspond effectivement aux normes qui ont été fixées? Est-ce que effectivement tu n'as pas fait des modifications? Par exemple, tu es au fait tu es effectivement ta parcelle est en lien avec la parcelle d'un autre. Est-ce que tu n'as pas modifié les limites, ainsi de suite? Tout ça, ça permet d'automatiser effectivement ces aspects, mais aussi ça permet ce qu'on appelle comment je peux dire, les smart contracts. C'est-à-dire, au lieu de passer, l'État va digitaliser et numériser tout le processus d'attribution des papiers et autres, donc qui sera effectivement gérable efficacement
mais aussi la partie certification que j'ai pas dit, effectivement, c'est la partie qui permet à n'importe qui, comme tu as parlé de logging, avant de se connecter, il y a des clés d'identification qui vont lui être demandées afin de savoir est-ce qu'il est réellement le propriétaire, est-ce qu'il répond aux critères qui ont été établis. Donc il y a une sécurité derrière la collecte des données. Exactement. Et quelqu'un ne peut pas les modifier comme il veut. Aujourd'hui, c'est un levier sur lequel l'État peut miser pour réduire justement ce décalage-là ou ce déficit en termes de conflit qui est lié au domaine foncier. Et au domaine foncier, et également même faciliter le recensement, parce que à savoir que l'État peut choisir. Nous, quand on travaille avec les gouvernements, les États, les organismes, on les accompagne dans la définition de leur processus d'élaboration du programme. Ils vont choisir effectivement quelles sont les informations qui seront classées publiques, les informations qui seront classées privées. Donc l'État, effectivement, à travers le foncier, peut avoir les informations sur toute une famille. Par exemple, vous êtes propriétaire d'une parcelle, vous avez effectivement des informations personnelles lors de l'enregistrement de votre parcelle qui serviront à l'État de savoir sur cette parcelle nous avons une famille, comment elle est constituée, ainsi de suite. Et ça, c'est classé d'ordre privé. Donc le public, moi qui veux acheter une parcelle, quand je me connecte, je vais voir la parcelle, je saurai que cette parcelle effectivement porte tel numéro à ses limites et peut appartenir à Monsieur Diallo, ou Monsieur So, mais je ne pourrais pas savoir effectivement quel est votre statut et autres. Mais l'État peut utiliser ça effectivement pour faire des enquêtes sur vous. Et ça permet à l'État effectivement de faciliter le recensement. Donc ça a des avantages extraordinaires qui sont des mines d'or pour l'État. Et même ces données peuvent être exploitées effectivement pour faire des simulations sur l'évolution de la santé, de la maladie, ainsi de suite, comme on a connu l'histoire du Covid. Comment les Asiatiques ont parvenu à gérer plus efficacement parce qu'ils ont depuis longtemps cet aspect qui est développé de système d'information sur chaque citoyen. Tous les déplacements sont contrôlés parce qu'on a la visibilité. Mais chez nous, effectivement, les autorités n'ont même pas les informations sur les communes qu'ils administrent. Donc voilà les importances. Et quelque part, quelles sont en fait les répercussions justement de cette collecte de données au niveau de l'État dans tout ce qui est programme d'infrastructure, dans tout ce qui est entreprise, comment l'État en fait peut se saisir de cette collecte de données pour développer en fait la vigilance sur les entreprises. Effectivement, c'est que grâce à ça, c'est ce qu'on appelle la partie planification, programmation de la construction, de l'urbanisation des villes. C'est que, à titre d'exemple, dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, on a effectivement l'exode rural qui fait en sorte que les villes sont saturées. Et du coup, les gens construisent de façon anarchique. Et l'État n'a pas de plan directeur, ou même si ça existe, c'est que c'est pas programmé à l'avance. Donc, grâce au système d'information géographique associé effectivement à des aspects architecturaux, donc comme le BIM aujourd'hui qui se développe, Building Modélisation System, donc l'information numérisée sur l'infrastructure à la fois du bâtiment, sur les équipements routiers et autres, on peut programmer en fonction des paramètres qu'on va fixer, quels sont les quartiers qui seront aménagés dans le futur et quelles sont effectivement les règles de construction, ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme. Et ça va permettre effectivement de résoudre des conflits dont on sait parce qu'on va acheter un terrain, on sait même pas si sur cette parcelle il y aura un projet étatique ou un projet je ne sais quoi, et après on se retrouve en conflit avec les autorités. Et grâce à ça, effectivement, cette programmation, non seulement sur l'existant mais sur ce qui va venir, l'État va avoir un contrôle sur les entreprises qui s'installent ou qui y sont installées, quelles sont les activités et imposer effectivement des systèmes de prélèvement d'impôts qui vont enrichir sa caisse et effectivement qui vont créer effectivement de la fluidité et de la facilité dans la gestion de nos collectivités. Donc en résumé, cela conviendrait effectivement à améliorer le quotidien de population à travers l'implication directe de la collectivité locale et non pas l'État en tant qu'État. Exactement. Au fait, les États ne sont que des éléments effectivement qui centralisent ou qui coordonnent tout ça, mais c'est chaque collectivité qui définit au niveau local son plan directeur. Ce qui fait que dans plusieurs pays, effectivement, dits avancés, c'est que d'une collectivité à une autre, les règles changent, effectivement. C'est la collectivité qui impose à nous, à notre niveau ici, voici les règles d'urbanisation à respecter, voici les règles d'implantation pour une entreprise
qui veut s'implanter, qui veut faire, voici les règles qu'elle doit comprendre pour effectivement s'exercer. Et cela a d'une importance capitale pour la population, parce que la population bénéficie directement des retombées que l'État va mettre en place, et aussi la population ne se fera pas abuser effectivement par des personnes qui se font passer effectivement pour représentants de l'État pour abuser. Donc ça a beaucoup d'importance, et grâce à cela, toute entreprise, avant de faire une activité, va collecter de l'information au niveau effectivement des plateformes étatiques et autres, de savoir est-ce que en investissant dans tel territoire, je vais avoir un retour d'expérience efficace, parce que voici les informations qui sont classées sur tel territoire et qui pourraient être favorables ou préjudiciables suivant mon activité. On va rester dans le cadre de l'urbanisme, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une énième opération de déguerpissement qui est en cours en Guinée, et c'est chose qui est dommage, ça a toujours existé. On dénote quelque part une défaillance de l'État au niveau de la gestion du cadastre et dans la sécurisation des titres fonciers. Aujourd'hui, vous pensez que la digitalisation du cadastre accessible depuis un portail géographique dont on parlait tout à l'heure, pourrait apporter des solutions sur ce plan, et comment ça va se passer? Parfaitement, c'est une belle illustration, parce que notre pays est confronté à cela depuis longtemps. Donc, nous on suppose aujourd'hui, c'est même pas une supposition, c'est une réalité, le manque d'équipement effectivement à base du système d'information complique la planification urbaine. Et du coup, quand les villes ne sont pas planifiées, on constate comment je peux dire, une urbanisation non maîtrisée, parce que les transactions, les achats et reventes de terrain, les constructions se font de façon locale, tant que l'autorité centrale, qui peut être locale, n'ait une visibilité, effectivement information précise sur qui fait quoi, parce qu'on voit par exemple les gens qui construisent au bord des mers, même qui sont classées zones dangereuses, parce que tout simplement ils ont acheté avec un chef de quartier ou je ne sais quoi. Donc grâce à un système d'information, déjà l'État peut contrôler toutes ces transactions, et même les gens, parce il faut aussi voir le côté de la population. Beaucoup achètent des terrains, tu sais même pas comment cette parcelle est administrée. Est-ce que elle est administrée ou elle est effectivement classée dans une zone dite comment je peux dire, classée effectivement industrielle dangereuse, ou zone effectivement qui va abriter des programmes de construction d'infrastructures de l'État. Et ça, parce que ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été effectivement numérisé, digitalisé avant de faire son achat. On n'a aucune information, parce que quand tu achètes avec un particulier sans qu'il n'y ait effectivement un programme qui te permet de faire un contrôle, tu n'es pas à l'abri des fraudes, tu n'es pas à l'abri de ces problèmes. Donc à la fois ça y va dans l'intérêt de l'État de mettre en place ou d'encourager ces programmes. Et aussi, ça permet aux populations de réduire les risques dans les investissements, parce que nous savons tous qu'on a quelque part toujours quelqu'un dans notre famille ou nous-mêmes qui a indirectement ou indirectement été victime de ces genres d'escroqueries. D'ailleurs, justement, sur ce point-là, il y a des statistiques de la Banque mondiale qui indiquent que, je cite, les litiges fonciers causés par le manque d'informations foncières entraînent une perte de 50 milliards de dollars par an en Afrique, contre 14 milliards de dollars en Inde. Pensez-vous aujourd'hui que la collecte de données aurait permis d'anticiper sur ces litiges qui sont vraiment avec des conséquences multiples? Effectivement, donc c'est des statistiques de la Banque mondiale, et aujourd'hui qui sont alarmants dans les pays en voie de développement, sans citer même l'Amérique latine aussi, où le problème ou la problématique est observée. Donc c'est des pertes au niveau même des États effectivement qui sont constatées, qui pourraient permettre aux États d'être autonomes dans la gestion. Parce que prenons un exemple, si on parvient à digitaliser les informations au niveau d'une commune, Abidjan ou Dakar ou Conakry, dans une plateforme de gestion collaborative et administrée par exemple par les organismes étatiques qui ont effectivement défini un certain cadre réglementaire, donc allant jusqu'au niveau du des plans locaux d'urbanisme et du cadastre foncier, du cadastre urbain, du cadastre agricole. Ça va les permettre de non seulement réduire ces conflits domaniaux qui peuvent même être coûteux, parce que dans certains pays, ça va jusqu'au meurtre des familles entières qui s'opposent effectivement, qui passent au Mans, et aussi d'utiliser ça comme outil effectivement pour
au fait, renflouer les caisses de l'État. Parce que, à titre d'exemple, imaginez que on avait l'État avait l'administration de toutes les transactions immobilières ou toutes les transactions dans le cadre des achats et ventes des biens immobiliers ou des parcelles terrain. Et sous chaque transaction, l'État avait, par exemple, disons, 10 centimes d'euros ou bien 5 000 francs CFA ou 10 000 francs guinéens. Le nombre de transactions qui se fait de façon illicite, quand on calcule ça à titre national, c'est que ça pourrait rapporter. Et aussi les entreprises qui sont pas bien identifiées parce que voilà, on n'a aucune information sur ce qu'ils font, sur les remplacements, les prélèvements de taxes sur ces entreprises grâce à la visualisation, à la collecte de données, que on pourrait effectivement collecter des taxes qui permettraient aux collectivités de s'autosuffire dans le financement de leurs infrastructures. Nous sommes en Europe, toi-même tu sais, dans les villes européennes, les collectivités n'ont pas besoin de demander à l'État central s'ils veulent construire une route. Alors, on se demande on parle des collectivités, on parle de la mairie, du département, etc. Donc, les constructions de routes, d'écoles, ainsi de suite, comment ces collectivités se financent ou s'autofinancent? C'est par la bonne gestion des taxes. Mais comment on peut gérer ces taxes si on n'a pas l'information, si on n'a pas la mainmise sur des informations sur son territoire, que ce soit au niveau géographique, qui entraîne effectivement le contrôle sur les va-et-vient des habitants, ainsi de suite. Et d'autres domaines qui peuvent être développés, comme les secteurs de la logistique, ainsi de suite. Un exemple très frappant. Grâce à cela, effectivement, on peut attribuer des boîtes postales à toute la population. Donc, si toute la population disposait des boîtes postales comme ça se passe ici, on peut effectivement prélever des taxes d'habitation même, sans parler de cadastre. Des taxes d'habitation sur chaque... Par exemple, moi je paye, toi tu vas payer quand tu vas finir tes études, une fois que tu seras locataire ou propriétaire. Et Conakry fait combien de millions d'habitants? C'est 10 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, ou 3 millions, si j'ai bonne mémoire, environ, 3 millions. Parce que toute la population, on est environ 12 millions. Conakry, 3 millions. Imaginons qu'on a créé 3 millions d'habitants et que sur 3 millions d'habitants, si on prend au niveau de chaque ménage, la moyenne des ménages, c'est 5 habitants par ménage. Donc, on sera effectivement autour effectivement de 50 à 60 000 ménages, effectivement, ou voire plus, effectivement, qui pourraient payer des taxes d'habitation. Et là, des taxes d'habitation, plus les taxes foncières, les taxes sur les activités dans les marchés, c'est des milliards que les collectivités pourraient rapporter et utiliser bien dans, effectivement, tout ce qui est développement du territoire, construction des routes, d'écoles, de centres de santé, sans que le gouvernement central même nous les subventionne ou les bailleurs de fonds. D'accord. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un gros travail à effectuer justement dans ce cadre-là de collecte de données. Exactement. Et surtout au niveau de l'État. Et au niveau de l'État. Et une mine d'or inexploitée. Parce qu'il faut comprendre aussi que il y a le manque d'information. Certaines collectivités ne savent même pas qu'est-ce que la collecte d'informations pourrait les rapporter comme ressources. On va revenir sur Next Africa, on en parlait au début. Donc vous avez été lauréat de plusieurs concours comme celui du CNES. Le CNES, c'est le Centre national des études spatiales. Et vous avez aussi le concours Business Africa où c'est un concours qui prime la meilleure start-up qui impacte le plus sur le continent africain. Et vous avez aussi bénéficié du concours Dessine-moi une licorne, un concours qui est dédié aux entreprises innovantes avec des enjeux de valorisation boursière allant jusqu'à 1 milliard d'euros. Donc, pour ne citer que ceci, aujourd'hui, quelles sont vos perspectives pour les 5 prochaines années et vos prévisions en termes de chiffre d'affaires et d'emploi? Effectivement. Donc, Next Africa aujourd'hui, grâce à tout le travail que nous menons avec nos équipes, nos partenaires, devient de plus en plus connu et primé sur le plan international et avec des grandes structures comme le CNES que vous avez cité, qui est l'équivalent effectivement de la NASA en France et qui est même partenaire à la NASA. On a vu le revers que la NASA a envoyé sur Mars et il y a la partie optique, la caméra, c'est le CNES qui a fourni. Effectivement, qui permet de collecter les informations sur la planète Terre. Donc, c'est des organismes qui n'accompagnent pas n'importe quelle entreprise. Il faut être à la hauteur. Et c'est grâce à, effectivement, à la problématique que nous apporte, à quoi on apporte des solutions,
que ces organismes nous ont porté confiance, effectivement. Donc, c'est grâce au CNES, on sera effectivement amené à avoir l'information sur les données satellitaires, parce que pour faire de l'information géographique fiable, il faut qu'il y ait de l'imagerie satellitaire pour voir effectivement dans le cadre des parcelles quelles sont les évolutions, ainsi de suite. Voilà, quand il y a des conflits, pour voir quelles sont les images d'hier et les images d'aujourd'hui, faire des comparaisons. Donc c'est le CNES qui nous fournit ces informations. Et également des concours au niveau africain, Business Africa, qui prime effectivement les meilleures startups ayant des plus forts impacts sur le continent africain. On a été aussi lauréat, et d'autres pour ne citer que ces concours. Effectivement, grâce à tout ça, comme vous le dites, le concours Dessine-moi une licorne, qui repère des entreprises ou des startups qui peuvent devenir des licornes. Une licorne, c'est tout simplement une entreprise qui pourrait devenir une entreprise valorisée à plus d'1 milliard, parce que, comme je vous l'ai dit, le système d'information géographique s'appliquant à tous les secteurs, quand on sera en mesure effectivement de se développer au niveau continental et international, grâce à ces résultats, dans quelques années, on pourrait aspirer à devenir une licorne. Et aujourd'hui, nous sommes en discussion avec plusieurs pays en Afrique, mais au-delà, comme le continent asiatique, effectivement, pour développer nos activités. Ce qui fait qu'on prévoit, notamment d'ici fin 2022, parce que 2021, nous sommes avec ces crises sanitaires qui vont limiter les choses, mais d'ici fin 2022, de réaliser un chiffre d'affaires de 600 000 euros, et dans 5 ans, être en mesure de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 15 millions d'euros. Donc voici nos prévisions, et en plus on va créer des filiales dans les pays d'implantation, imaginons au Sénégal, la Guinée, d'autres pays qui seront créateurs et effectivement pourvoyeurs d'emplois, les emplois locaux pour la jeunesse et pour la population. Donc voici un peu ce que nous envisageons faire dans les années à venir. D'accord, vous avez existé en tant qu'incubateur, en tant que start-up, oui. Incubé au niveau du plateau Paris-Saclay. Oui. Est-ce que vous avez aussi cette projection justement dans la création d'emplois, par exemple d'installer votre start-up au niveau local, comme vous le disiez, en Guinée, en créant justement ce modèle-là pour la jeunesse guinéenne? Effectivement. Donc ça c'est très important, à savoir que Paris-Saclay aujourd'hui c'est le plus grand écosystème innovant en France. L'université Paris-Saclay, c'est la première université en France, classée 3e en Europe. Et du coup, faire partie de cet écosystème est un honneur, parce que effectivement, ça démontre la qualité effectivement du travail que nous faisons, et ça nous donne accès effectivement à tout un écosystème académique, le recrutement des stagiaires venant des grandes écoles, accès aux laboratoires, aux partenaires industriels. Et nous envisageons à terme effectivement non seulement créer des emplois, mais permettre à la jeunesse africaine de bénéficier de ces écosystèmes en dupliquant des modèles et effectivement en faisant des mises en relation et tout. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à l'endroit des citoyens africains, plus particulièrement guinéens, et les entrepreneurs aussi, et surtout les États africains? Effectivement. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui en fait, est une solution qui impacte nos vies, parce que sans système d'information, on a du mal effectivement à développer les activités connexes. Ça peut être des activités liées effectivement au développement urbain, aux activités commerciales, etc., etc. Donc, notre appel, c'est que les dirigeants africains, les gouvernements prennent conscience de l'importance du système d'information géographique. Parce que quand on prend par exemple l'aspect sécuritaire dont on n'a pas parlé, imaginez quand on a des interventions à faire dans des endroits et que dans l'urgence, on doit effectivement trouver de l'information en demandant de gauche à droite. Le temps de latence, effectivement, le temps que met les agences de force de l'ordre des agents de secours à la personne pour éteindre un incendie, ainsi de suite, prennent pour arriver sur le terrain, c'est que le mal est déjà fait. Donc, grâce au système d'information, on peut résoudre un tas de problèmes, à la fois sur l'aspect public, mais aussi l'aspect privé. Donc, les entreprises, grâce à ça, peuvent optimiser effectivement leur investissement dans le domaine de l'agriculture. Le système d'information permet, par exemple, au-delà du cadastre, des paramètres que le cadastre urbain donne, c'est-à-dire les limites et autres,
de classifier même les informations sur effectivement le sol, les teneurs du sol et la végétation, qui permet à l'agriculteur de savoir optimiser effectivement les choix de ses intrants dans telle zone. Quels sont les intrants que je vais utiliser en tant qu'agriculteur parce que telle zone effectivement a un teneur propice à telle culture, etc., etc. Donc, il est temps effectivement que les autorités s'intéressent à cette solution, et nous sommes là aujourd'hui pour démocratiser ça dans les pays émergents, surtout dans nos pays qui ont un besoin fort. Et au niveau effectivement de la jeunesse, de s'intéresser à effectivement ces métiers. Donc, l'analyse géospatiale, la géomatique, la cartographie, c'est l'avenir aujourd'hui. Effectivement, en termes de recherche d'emploi, les jeunes, quand ils s'intéresseront à cela, ils vont effectivement obtenir effectivement des qualifications qui vont les permettre de postuler dans n'importe quelle entreprise, parce que on sait que l'information, ou tout simplement la donnée appelée aussi la data, c'est l'or du futur, où effectivement c'est comment je peux dire, c'est plus que le pétrole au fait. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, et j'encourage tous les entrepreneurs effectivement à penser à l'Afrique, parce que si on le fait pas, c'est d'autres qui le feront, parce que il y a des grandes entreprises qui s'intéressent à l'Afrique et au détriment des Africains, parce que si ils créent les solutions que nous on pouvait créer, c'est que nous serons effectivement les salariés. Donc, pourquoi ne pas créer ça pour nous, les Africains? Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Jean Kouévogui, pour toutes ces lumières. À moi de vous remercier pour cette invitation et pour le beau travail que vous faites pour la jeunesse africaine. Et je ne peux que vous souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de courage afin effectivement de diffuser la bonne information pour la jeunesse africaine. Merci à vous aussi qui avez suivi cette émission. Nous vous souhaitons une excellente semaine et vous disons à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Talent. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.